J'appelle le plateau suivant immédiatement des féministes qui sont toujours Charlie. Elles sont Émilie Frèche, auteur, écrivain, et l'auteur notamment d'un livre consacré à l'affaire Ilan Halimi. Merci. Christine Ledoharé, porte-parole des Vigilantes. Et Inna Shevchenko, qui est la porte-parole des Femen. Commencer ? Ok. Christine Ledoharé, de quoi s'agit-il avec... Comment ? Ouais ? Ah bon ? Ah oui. Ah oui, excusez-moi. C'est présenté, non, c'est pas présenté. Bah, peut-être, oui, vous voulez commencer ? Oui, très bien. Ok. Bonjour à tous. Je voulais d'abord vous dire combien j'étais heureuse et surtout très honorée d'être ici aujourd'hui avec vous pour, en ce triste anniversaire, rappeler à nos ennemis comme à ceux qui ont oublié ou qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ne veulent plus se souvenir que nous sommes toujours Charlie. Et quand je dis toujours Charlie, cela veut dire toujours debout pour une certaine conception de la vie, qui est, comme Philippe Lançon l'a écrit ce matin dans les colonnes de Libération, de vouloir toujours se sentir libre d'écrire et de lire ce qui nous chante, et que les autres puissent bénéficier aussi de cette liberté. Il y a 3 ans, le 7 janvier 2015, j'étais chez moi en train de terminer un roman, en train de faire donc précisément ce que les membres de la rédaction de Charlie faisaient, c'est-à-dire écrire, et pour eux bien sûr aussi dessiner, lorsque j'ai appris qu'ils venaient d'être abattus par des terroristes islamistes. Ce fut l'effroi total. Et puis aussi l'incrédulité face à cette réalité nouvelle. En France, en 2015, on pouvait donc encore mourir pour ses idées. Pour un écrivain de ma génération, à qui personne n'a jamais fixé de limite créatrice, qui ne sait pas ce que le mot censure veut dire, c'était une réalité qui n'était pas supportable. Et très vite, il m'a semblé que la seule manière de lutter contre, de résister, était d'écrire sur ce sujet, d'écrire sur eux, les terroristes, de donner à voir leurs procédés, de démonter leur propagande, de mettre à jour la manière dont ils recrutaient et programmaient des Français pour les retourner contre leur propre pays, pour en faire des ennemis de la République, des tueurs. Écrire devenait pour moi un moyen de se battre, une arme pour détruire les idées totalitaires qu'ils avaient fait germer dans la tête de nos jeunes. Dans les mois qui ont suivi le 7 janvier, j'ai donc écrit 2 fictions. D'abord un film, Le ciel attendra, avec Sandrine Bonner et Clotilde Courreau, puis un roman, Je vous sauverai tous, qui tous deux traitent de la radicalisation des adolescentes. Et ce qui est étonnant, c'est que pour le film, comme pour le roman, le choix des jeunes filles s'est imposé à moi tout de suite, de manière évidente. On m'a souvent demandé pourquoi. À l'époque, on sous-estimait l'enrôlement des femmes dans les rangs de Daesh. Et mon héroïne apparaissait comme une exception. Je ne savais pas trop quoi répondre. Je disais que j'avais choisi une fille, sans doute parce que j'en étais moi-même une. Ce qui est une bêtise, évidemment, puisque le propre de la fiction est de pouvoir se glisser dans la peau de n'importe qui. Je disais que j'aurais pu tout aussi bien écrire sur un garçon, que le sexe dans cette affaire n'avait pas d'importance, que c'était le basculement qui m'intéressait. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai reçu cette invitation. J'ai vu le titre de ce plateau, Toujours Charlie et les féministes, et une lumière s'est allumée. En réalité, je crois que j'ai écrit sur la radicalisation des jeunes filles à 2 reprises, parce qu'après Charlie, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie menacée en tant que femme. Je suis une enfant gâtée du féminisme. J'ai 40 ans et je ne me suis jamais battue pour rien en tant que femme. Ce sont ma mère et ma grand-mère qui ont mené les guerres à ma place. Elles ont obtenu le droit de vote, celui d'avoir un compte en banque, l'IVG, la pilule, le divorce par consentement mutuel. Et moi, ma foi, je n'ai eu qu'à en profiter. Alors bien sûr, je ne dis pas que la situation pour les femmes est idyllique. Je n'oublie pas que tous les 2 jours dans ce pays, une femme meurt sous les coups d'un homme et qu'il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la parité ou de l'égalité des traitements et des salaires. Mais disons que jusqu'au début des années 2000, être une femme dans ce pays ne revenait pas à être un sous-homme. Aujourd'hui, cette phrase n'est plus vraie pour toutes les femmes de France. Elle n'est plus vraie partout où les idées islamistes progressent. Dans ces endroits, qui peuvent tout aussi bien être des territoires réels que virtuels, les femmes sont réduites à l'état de choses. Elles sont niées dans leurs droits et, pire encore, dans leur être. Il faut alors effacer leurs contours identitaires,
faire disparaître leur corps, leurs formes et leurs cheveux, sous un grand voile noir que même la femme du prophète ne portait pas. Il faut les déprogrammer et les rebaptiser. Toutes s'appelleront désormais quelque chose. Qui veut dire la mère en arabe. Autre moyen très malin de les assigner à ce qu'elles doivent être exclusivement, des génitrices, et de les priver ainsi de leur sexe, cet horrible objet de désir. Pour écrire « Le ciel attendra et je vous sauverai tous », j'ai rencontré quelques-unes de ces jeunes filles françaises qui avaient basculé. Je voulais comprendre ce qui les avait séduites dans ce discours religieux, pour que d'elles-mêmes, dans un pays qui garantit l'égalité des sexes, elles choisissent de renoncer à leurs droits et au plaisir infini qu'offre le fait d'être une jeune femme libre, comme celui tout bête de marcher jambes nues dans la rue les jours de canicule, ou de s'asseoir un soir à la terrasse d'un café, de commander un verre de Chablis et de se plonger dans la lecture du deuxième sexe. La réponse de ces jeunes filles était toujours la même, et il nous faut l'entendre. Oui, il nous faut entendre la parole de ces jeunes filles qui me disaient « J'étais traitée par mon recruteur comme une princesse. Je l'appelais d'ailleurs mon prince et lui m'appelait son joyau. Il voulait que je me voile pour cela, pour préserver ma pureté, pour qu'elle ne soit pas entachée par le regard des autres. Et pour la première fois, je me sentais belle et unique. J'allais me marier, avoir un enfant, j'avais enfin un projet et je me sentais aimée. Ce besoin de romantisme, cette séduction par la galanterie la plus élémentaire qui n'était pas sans me rappeler les codes de l'amour courtois, je l'ai retrouvée en allant dans les classes des collèges et des lycées pour présenter mon livre, chez des jeunes filles de 15, 16, 17 ans, qui n'étaient pas radicalisées, mais qui partageaient avec ces dernières le rejet d'un monde où elles ne sont pas respectées, où les garçons peuvent les siffler dans la rue, les traiter de salopes en raison de leur tenue vestimentaire, leur mettre une main aux fesses parce qu'ils estiment que c'est leur droit, qu'elles aiment ça, et que même si elles disent non, ça veut toujours dire oui. Il y a 15 ans, un mouvement né dans les quartiers nous alertait déjà sur cette violence à l'encontre des femmes. C'était Ni pute ni soumise. Ses fondatrices dénonçaient déjà l'ascendant des grands frères, le retour du patriarcat au nom de l'islam qui séparait les filles bien, cachées, des autres, dont on pouvait user et abuser à loisir, c'est-à-dire violer. Les filles de Ni pute ni soumise étaient tabous, elles n'en pouvaient plus. La jeune Sohane, qui avait tout juste 17 ans, venait d'être brûlée vive à Vitry-sur-Seine. Et elle marchait jusqu'à l'Assemblée nationale pour réclamer le droit de vivre librement, juste librement. Aujourd'hui, je me demande ce que nous avons fait de ce cri d'alerte, ce que nous avons enseigné à nos petits garçons sur le respect des femmes, sur leur manière de les regarder, de les aborder, de les aimer. Il y a quelques semaines, nous avons assisté à la naissance et l'explosion du hashtag « Balance ton porc ». Même si la méthode ne me convainc pas, elle révèle à quel point la violence à l'égard des femmes est permanente, diffuse, perverse, sournoise, et à quel point aussi le combat pour être libre, quand on est une femme, est difficile et quotidien. Mais je me dis que lorsque nous l'aurons gagné, main dans la main avec les hommes, que dans nos entreprises, plus aucun d'entre eux n'osera coincer une jeune stagiaire dans un couloir pour essayer de l'embrasser de force, alors peut-être il n'y aura plus non plus de jeunes filles qui se sentiront aimées et respectées, simplement parce qu'un fou d'Allah, sur Facebook, leur aura dit qu'elles étaient des princesses. Merci. Merci Émilie Frêche. Je passe la parole à Christine Ledoharé cette fois, qui est donc la porte-parole des Vigilantes. Merci. Donc moi, je vais vous dire en quelques mots qui sont les Vigilantes et pourquoi nous nous sommes créées. Et ensuite, je vous dirai pourquoi nous avons toujours été et nous serons toujours Charlie. Alors, lors du 8 mars 2015, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, Arlette Zilberg, qui est également dans la salle, autre porte-parole des Vigilantes, avec des féministes historiques dont Liliane Candel et plein d'autres, nous avons soutenu Frédérique Calandra, qui est également dans la salle. La maire du 20e refusait qu'au nom de la mairie soient proposés des événements qui ne donnaient la parole qu'à des personnalités ou à des groupes féministes relativistes, racialistes, proches du pire, tels que Christine Delphi ou Rokhaya Diallo, par exemple. Comme beaucoup, nous avions déjà fait le constat de l'ampleur des replis identitaires et communautaires, de la montée des intégrismes,
toujours dangereux pour les libertés, pour les droits humains et en particulier pour ceux des femmes, des homosexuels également. Nous avions également constaté le dévoiement des fondamentaux du féminisme par de nouveaux groupes qui se prétendent féministes et dont l'action et la réalité sur le terrain sont amplement amplifiées par les médias. Ces groupes ne font que relativiser et amplifier et aménager l'oppression des femmes selon des principes culturels et religieux patriarcaux. Féministes, laïques et universalistes, nous sommes solidaires des femmes du monde entier, en particulier de celles qui se battent contre le fondamentalisme et en payent le prix fort. Nos féministes relativistes les ignorent totalement. Par exemple, le White Wednesday, le mercredi blanc organisé par les femmes iraniennes, donc chaque mercredi, au péril de leur vie, ces femmes qui affichent un voile blanc, elles les ignorent, elles ne relayent jamais leurs actions. J'en profite également pour dire que les médias occidentaux ont crié victoire un petit peu vite en relayant l'information que les femmes iraniennes qui ne porteraient plus le hijab correctement ne seraient plus emprisonnées. Certes, peut-être à Téhéran. Néanmoins, elles sont forcées, contraintes de suivre des cours islamiques. Le port du hijab, selon nous, reste donc bien une obligation en Iran. Alors, nous avons donc, dans ce contexte, décidé de créer un réseau pour amplifier une parole féministe et universaliste, et nous animons un blog du même nom, nous sommes actifs sur les réseaux sociaux, nous soutenons les initiatives telles que par exemple les femmes sans voile d'Aubervilliers et d'autres, et lançons également nous-mêmes des pétitions et diverses actions. Alors pourquoi nous sommes et nous serons toujours Charlie ? D'abord parce que quand on voit ce dessin dans Charlie Hebdo, je le montre à la caméra, je ne sais pas si vous pouvez le voir, où l'on voit les trois religions qui posent leurs pieds sur une femme agenouillée, en disant finalement sur l'essentiel on est plutôt d'accord, eh bien nous, ça nous touche. Alors curieusement, il y a eu des voix féministes parmi les voix qui se sont élevées pour dire « je ne suis pas Charlie ». Elles ont prétendu que Charlie Hebdo était sexiste, raciste, islamophobe. Raciste, islamophobe, jamais. Alors sexiste, Charlie ? Parfois, peut-être un peu. Mais dans une société en prise à la domination masculine, tout le monde peut se surprendre à l'être. Tout le monde, à un moment ou à un autre. Mais l'engagement de Charlie contre l'exploitation des femmes, dans la prostitution et la GPA notamment. Et je me souviens de ce dessin de Charb, « Touche pas à ma pute », la plus vieille pétition du monde. Pardon. Donc également l'engagement de Charlie contre le sexisme des religions et des traditions, dans l'excision, le mariage forcé, le mariage des mineurs, contre le voile islamique, symbole de soumission, marqueur d'un apartheid genré. Tout ceci en fait un allié incontestable des féministes. Nous lisons régulièrement dans Charlie Hebdo des textes en faveur de l'émancipation des femmes. Nous avons adoré ce dessin de Charb en réponse aux 343 salauds que je viens de vous montrer. Il y a eu les unes sur la liberté d'avorter, sur la fête des mères, vive la pilule, contre la GPA, avec un couple et une esclave. Particulièrement marquant, ce dessin, je vous le montre également. Tout le monde l'a vu? D'accord. Nous savions, en particulier Charb et Gérard Biard, mais pas seulement bien évidemment, pro-féministes et abolitionnistes de la prostitution. Dans ces conditions, comment ne pas être Charlie? Les religions et leurs adeptes ne sont pas opprimés en France, ni en Europe, ni même en Occident.
En revanche, ces religions servent toujours à contrôler les femmes, à restreindre leur liberté, leurs droits reproductifs et sexuels en particulier. Ce qui, pour des féministes universalistes que nous sommes, constitue un problème majeur dans une république qui vise l'égalité entre les femmes et les hommes. Les terroristes islamistes sont des ultra-machistes. Ce sont ce que les sociétés patriarcales produisent de pire. Pourtant, de prétendus féministes n'ont pas hésité à signer un texte « Je ne suis pas Charlie ». Remarquez, quand même des féministes fondatrices d'Oser le féminisme, par exemple, relativisent les viols de Cologne ou pensent à élargir les trottoirs de la Chapelle pour empêcher les agressions sexuelles, comment s'étonner ? Les courageux humoristes de Charlie ont jusqu'au bout tenu à remplir leur aiguillon de mission des consciences. Et parce que nous, vigilantes, sommes des féministes laïques et universalistes, nous sommes et nous serons toujours Charlie. Merci Christine Ledouaré, porte-parole des Vigilantes. Je donne la parole à Ina Shevchenko, donc, qui est la porte-parole des Femen. Merci. Merci beaucoup. Je vous préviens d'abord, j'ai appris la langue française avec les dessins de Charlie Hebdo. Donc, je compte sur votre indulgence. Mais d'abord, regardez autour, quelle joie, quel plaisir. Je suis Charlie, toujours Charlie, dit tout le monde dans cette grande et belle salle. Quelle joie de voir ces formidables intervenants que j'admire répéter « Je suis toujours Charlie ». Quelle joie de participer à cette célébration de l'humanisme, de l'universalisme qui défend les droits pour tous et accorde une place à chacun. Quelle joie être sur cette scène ici avec vous tous au nom de plus belles idées. Mais je veux dire aussi que même si au final il advenait que nous nous soyons trompés sur toute la ligne, sachez que ça sera encore un immense plaisir et une joie de brûler en enfer avec vous tous. Nous nous rassemblons à un moment où celles et ceux supposés être de nos alliés nous tournent le dos. Cette gauche régressive qui abandonne la critique de l'extrémisme religieux aux xénophobes. Mais aussi lorsque, également, à ma plus grande tristesse et à ma plus grande indignation, des femmes soutiennent le système de valeurs créé contre elles. Mais c'est pour ça, nous, les féministes, nous sommes ici aujourd'hui pour dire haut et fort, nous sommes toujours Charlie. Parce que Charlie Hebdo est plus qu'un journal. Aujourd'hui, Charlie est une manière de penser. Demandez-moi ce qu'est le courage et je vous répondrai Charlie. Demandez-moi ce qu'est la dignité et je vous répondrai Charlie. Demandez-moi ce qu'est la liberté. Et je vous répondrai, c'est d'être Charlie. Je suis ici pour affirmer une fois de plus que les féministes sont aussi Charlie. Avec Femen, nous étions avec Charlie depuis le début du mouvement ici en France. Nous sommes Charlie aujourd'hui et oui, nous resterons pour toujours Charlie. Comme Charlie Hebdo, nous savons bien qu'être du côté de l'opinion minoritaire n'est ni mauvais ni faible. Pour nous, féministes, Charlie Hebdo représente l'essentiel de l'émancipation humaine qui réside dans nos facultés à dénoncer et à rire de l'autorité. En tant que féministes, nous sommes Charlie parce que changer la société signifie toujours la questionner. Et Charlie est celui qui le fait le mieux. Parce que la liberté de la femme est impossible sans le droit à la liberté d'expression que Charlie exerce sans compromis. Et je veux parler aussi de la liberté d'expression d'opinions gênantes et impopulaires. La liberté d'expression de toute opinion est la condition sine qua non à la liberté de penser. En outre, elle est la condition essentielle à une société saine et en constante évolution. En tant qu'une activiste qui a été arrêtée dans plusieurs pays,
torturés en Biélorussie. J'ai quitté l'Ukraine à la hâte pour avoir exprimé mes opinions politiques qui se trouvent être impopulaires dans ces pays. Je définis la liberté d'expression comme étant la plus fondamentale des libertés fondamentales. John Milton l'a mieux formulé dans l'Areopagitica. Il a écrit « Donnez-moi la liberté de savoir, de prononcer des mots et de discuter librement selon ma conscience plus que toute autre liberté. » La liberté d'expression est une liberté essentielle sans laquelle les autres libertés sont soit impossibles à imaginer ou impossibles à mettre en pratique. Charlie Hebdo, tout comme Femen et bien d'autres dans cette salle, sont souvent été attaqués pour avoir blessé la sensibilité d'autrui avec leurs mots, leurs blagues, leur humour. Mais je répète encore et encore, il n'existe pas de droit à ne pas se sentir offensé. Mais il existe un droit inconditionnel et fondamental à la liberté d'expression. Nous entendons trop souvent de nos opposants que la liberté d'expression doit avoir des limites, que la liberté d'expression, sans limite, peut être blessante et néfaste à la société. Ils disent « Charlie Hebdo dépasse les bornes, va au-delà de la liberté d'expression ». Mais je sais combien les personnes souffrent du manque de liberté d'expression dans de nombreux pays. J'ai vu, j'ai senti, j'ai vécu. Mais maintenant, pouvez-vous nommer un seul pays où les citoyens auraient souffert d'un excès de la liberté d'expression? Non. Non, vous ne le pouvez pas. Assez de cette hypocrisie. La liberté d'expression n'a pas besoin d'aucune limite ni aucune restriction. Parce que, comme une autre de mes héroïnes, Rosa Luxemburg l'a dit, la liberté d'expression, c'est toujours la liberté de celui qui pense différemment. Charlie Hebdo nous rappelle à tous une simple vérité. Ces trois mots sacrés prononcés par Mandela, par Rosa Parks, par JFK et les autres défenseurs des droits humains, la liberté est indivisible. Vous ne pouvez pas découper la liberté en tranches et choisir celle qui vous aimez plus. Moi, je défends la liberté d'expression en tant que féministe précisément parce que toutes les institutions patriarcales, les institutions religieuses comprises, définissent la femme silencieuse comme modèle féminin. Ils ne veulent pas que nos individualités s'expriment. Tandis que l'homme qui prend la parole en public est très souvent perçu courageux, puissant et libre, la femme qui s'exprime, elle est très souvent humiliée, taxée d'hystérique et d'indigne. Et voilà, en ce moment se tient devant vous une de ces femmes hystériques et indignes. Voilà. Je n'accepte pas des règles, désolée. Mais avec mes camarades féminines qui sont ici dans la salle, je vous salue, mes harpies obscènes. Nous sommes très souvent attaqués, menacés, mais cependant, ce n'est pas parce qu'ils voient nos poitrines et nos couronnes de fleurs qu'ils se sont offensés, mais parce que nous faisons parler chaque partie de notre corps. Et ça hérite beaucoup, je le sais, et aussi malheureusement certains de celles et ceux qui pourraient être nos alliés. Je vais citer notre cher ami Charb, qui a écrit dans son texte en 2013 intitulé « Avec Femen », il a écrit « On n'en peut plus de discours dominants sur Femen. Que les curés à barbe ou en robe, que les fachos, que les machos condamnent leurs objectifs, c'est plutôt rassurant. C'est le discours de ceux qui partagent leurs objectifs, mais qui ne sont pas d'accord avec leur mode d'action qui pose problème. C'est de la provocation, c'est trop violent. Alors, il faudrait qu'elles manifestent recouvertes d'une cape d'indivisibilité et en silence. Nous sommes toujours Charlie. Nous sommes toujours Charlie parce que nous ne cesserons jamais de nous exprimer. On est toujours Charlie en conclusion. D'accord, non, je vais finir. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Ça irrite, je sais, les femmes qui ont beaucoup de choses à dire.
Alors, avant de quitter Laurent va cette mal finir, scène, hein. je voudrais partager quand même mon rêve, ce rêve qui m'obsède, ce rêve que je veux raconter à tout le monde, ce rêve qui, en effet, pourrait être ce rêve qui pourrait être un parfait dessin de Charlie Hebdo. Et avec les capacités prophétiques de Charlie, je pense que ce rêve va un jour devenir réalité. J'attends avec impatience un jour où tous les fanatiques religieux, les sexistes, les misogynes, nourris par les dogmes monothéistes et les idées discriminatoires, se mettront à genoux, mais pas pour prier pour leur Dieu. Ils se mettront à genoux devant les humanistes persécutés, les laïcs et les femmes du monde pour implorer leur pardon. Jusqu'à ce jour, exprimons-nous et jusqu'à ce jour, soyons Charlie. Merci. Merci. Merci Ina Shevchenko. Merci Émilie Frech et merci Christine Le Doharé.